Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter en fait la dernière sortie française pour Star Wars aux confins de l'Empire. Donc c'est un sourcebook, c'est pas de désintégration. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette sortie en fait marque peut-être un renouveau de la gamme. Pourquoi? Parce qu'en fait, le dernier sourcebook qui était sorti pour confins de l'Empire date de 2018. Celui-ci était sorti en VO à l'époque et n'a jamais été traduit depuis. Alors non pas parce qu'il y avait un problème de volonté de traduction, tout simplement, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'était Disney qui bloquait absolument tout depuis toutes ces années. Donc on peut espérer qu'avec cette sortie, qu'on ait vraiment un renouvellement de la gamme. Je vais pas vous parler de Star Wars aux confins de l'Empire, le jeu, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je vais vous mettre le lien ici. Mais je vais vous parler donc en fait du dernier sourcebook donc, consacré comment dire, aux carrières de Star Wars aux confins de l'Empire, donc la version Edge. Alors déjà, à savoir que pour cette série, en fait, il y a toute une série de bouquins comme ça, de contextes. Je vais prendre mes lunettes parce qu'en fait, je les ai notés. Voilà. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là, c'est le 6e. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a modification spéciale qui est faite pour les techs. On n'a aucune question indiscrète pour les contrebandiers. Au cœur de l'inconnu pour les explorateurs. Horizon lointain pour les colons. Périlleuse alliance pour les mercenaires. Et en fait, le pas de désintégration pour les chasseurs de primes. Je rappelle que le pas de désintégration, ce sont les mots de Vador qu'il dit, ce sont les ordres de Vador à Boba Fett pour ramener vivant en fait Solo et sa bande de rebelles. Voilà, donc en fait je vais vous parler aujourd'hui de pas de désintégration. On va feuilleter un peu, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que ça apporte. Alors vous verrez, on reste sur le classique des autres sourcebooks qui étaient sortis avant cela. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir les avoir à l'époque, Edge, normalement, a confirmé qu'il réimprimait absolument toute la gamme. Donc, on peut espérer de nouveau avoir de disponibles tous les sourcebooks, tous les scénarios qui étaient dans la gamme de Star Wars. Alors, déjà, je vais quand même vous parler de la maquette. Alors, la maquette, ce n'est pas une surprise, c'est la même maquette que le bouquin de règles. C'est tout à fait dans le même style, c'est la même maquette en fait. Donc jusque-là, moi je l'aime bien, donc je n'y vois pas de problème, c'est assez aéré. Les dessins sont toujours dans le même esprit. Il faut savoir quand même qu'en fait, comme je vous le disais, en entrée, ce bouquin, c'est pas vraiment une nouveauté. C'est une nouveauté au niveau français, mais c'est pas une nouveauté parce que le bouquin en lui-même était déjà sorti en VO, effectivement, avant 2018, avant que Disney décide de bloquer à peu près tout sur Star Wars. Donc voilà, vous voyez, on retrouve des arbres de talent comme dans le bouquin dans les règles de base. Les tableaux sont présentés de la même manière. Bon, je ne vais pas vous le faire plus loin. À noter que j'ai pas survolé, j'ai lu le bouquin, je n'ai pas trouvé d'erreur de traduction qui m'ont sauté aux yeux. Donc pour moi, c'est du tout bon à ce niveau-là. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais vous parler? Alors, je vais vous parler, en fait, Alors, déjà, on a une introduction sur les chasseurs de primes, en fait, dans la galaxie. Par qui ils sont employés, comment ils coopèrent, comment ils collaborent éventuellement. Donc, vous voyez, on a déjà un petit paragraphe sur les chasseurs de primes pendant la République, car la République en employait. Les différents types de primes, ça peut être des primes gouvernementales, donc là, données par l'Empire, ça peut être un magistrat, ça peut être un haut fonctionnaire impérial qui va vous donner une cible avec la prime gouvernementale qui va avec. Les primes criminelles, par exemple Jabba qui donne la prime à Boba Fett pour ramener Solo, c'est une prime criminelle, voilà. Et là, après, vous avez... Alors, c'est assez intéressant parce que ça va vous montrer comment les chasseurs de primes dans votre campagne vont pouvoir interagir entre eux. Donc, en fait, ils peuvent avoir un code de conduite. Alors, bien sûr, ce ne sont pas des enfants de cœur, on est bien d'accord.
Il y en a qui peuvent avoir ce qu'on appelle un CMPI. En fait, c'est un ordre impérial, enfin, comme un laissez-passer qui vont leur permettre d'accéder à différents trucs. Alors ça, c'est effectivement donc des chasseurs de primes qui vont être vraiment accrédités par l'Empire. Tout un paragraphe sur la concurrence et la coopération. Hein, les chasseurs de primes qui sont convoqués par Vador pour récupérer ces sales petits rebelles sont censés coopérer entre eux, mais ou pas, parce qu'effectivement, comme je disais, ce ne sont pas des enfants de cœur, ils vont jouer la concurrence, et il y en a qui seront prêts à flinguer leurs petits potes pour récupérer la prime à eux tout seuls. Hein. Donc tout ça, c'est pas mal, parce que ça vous explique comment vous allez pouvoir articuler, comment vous allez pouvoir interagir, faire interagir différents chasseurs de primes dans votre campagne, pourquoi pas dans le même groupe. Bon, ce qui peut être plus, pourquoi pas un groupe de chasseurs de primes, hein, bon, peut-être un peu chaud à jouer tout ça, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on va passer à quelque chose que je trouve justement là le cœur du bouquin, quoi. Alors, je vais déjà passer quelques pages et nous emmener, ça en reviendra après, et nous emmener aux différents profils, nouvelles spécialités, les différents profils qu'on vous propose pour vos chasseurs de primes. Vous avez l'artiste martial, donc ça va être celui, comme son nom l'indique, ça va être celui qui va plus se battre à main nue ou au corps à corps, on va dire. Vous avez l'opérateur. L'opérateur, alors lui, ça va être celui qui va poursuivre sa cible à travers la galaxie, à travers une planète, à travers un système solaire. Donc il va être spécialisé dans tout ce qui est pilotage, conduite de speeder, etc. Et en fait, on termine par le limier. Et le limier, lui, ça va être plutôt celui qui va traquer sa cible et plutôt va avoir les talents pour la persuader, effectivement, à payer, s'il y a une prime à payer. Voilà. Donc, vous avez à peu près 3 profils différents avec leurs arbres de compétences, comme d'habitude. Plus les nouveaux talents, arbres de talents, ce que je voulais dire, plus les nouveaux talents, effectivement, qui apparaissent dans ces différents arbres. Hein. Donc, il y en a 1, 2, 3 pages, c'est déjà pas mal. Et un truc, et donc à la fin, et je reviendrai sur le tableau d'avant, et à la fin, donc les capacités emblématiques qui, elles, sont vraiment des capacités, quand vous arrivez en bout de votre arbre de talent, ce sont des capacités entre guillemets, de fin de carrière assez puissantes. Je vais pas vous donner trop un avis là-dessus, parce que j'ai jamais joué assez longtemps pour avoir un personnage qui arrive jusque là. Donc voilà, vous en avez 2, vous avez aucune prime ne m'échappe, et l'autre c'est dévastation inégalée. Voilà. Un autre truc qui est sympa, vraiment sympa, c'est que vous allez pouvoir remplacer les motivations standards d'aux confins de l'Empire par une motivation spécifique pour votre personnage. Alors ça, vous l'avez dans les autres sourcebooks, mais là, effectivement, ce sont en fait des motivations spécifiques pour le chasseur de primes. Donc ça, moi, j'aime bien. Ça va vous spécialiser votre personnage et vous donner tout de suite de la couleur. Ça, c'était pour les nouvelles spécialités pour les chasseurs de primes. Alors, en plus des arbres, des spécialités, des motivations, on a, comme dans les autres sourcebooks, on va vous présenter 3 races. 3 races, en fait, là qu'on nomme comme prédatrices, donc qui seraient très bien pour incarner des chasseurs de primes, pour avoir le métier chasseur de primes. Les premiers, c'est Claudite. Alors Claudite ou Claudite, je sais pas comment ça se prononce exactement. Ce sont des métamorphes. Hein, donc en fait, on ne les avait dans aucun supplément de Star Wars. Nous, on y joue avec parce qu'on avait trouvé un PDF qui regroupait toutes les races. Donc vous avez le Claudite. Donc effectivement, le Claudite, on le voit dans certains films. Hein. C'est cette créature avec ses capacités spéciales qui est capable de prendre la forme de n'importe quelle autre créature vivante qu'il a pu étudier un peu. Le Dévaronien, alors lui... Pardon. Le Dévaronien, lui, vous voyez, c'est un peu le démon, là. Bon, c'est pas trop le
Le mec qu'on a envie de croiser dans un bar, de son apparence. Mais bon, en fait, eux, leur capacité spéciale, c'est que ce sont des experts en survie et en tromperie. Hein. Et ils ont un métabolisme résilient, donc en fait, aux différentes toxines, machin, etc. Et on a le Caleran, qui sont voilà, une lignée de créatures semi-amphibies. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent avec le système D, voilà, et ils commencent le jeu avec vigilance accrue. Donc pour chacun de ces peuples, on va vous parler de leur physiologie, de leur société, comment elle s'organise, leur monde d'origine, où il est, comment il est, les langues qu'ils parlent et la vie dans la bordure, savoir comment ces différentes races vivent dans la bordure. Voilà. Donc ça, on va vous donner effectivement de nouvelles espèces à jouer, qui fait qu'une fois que vous avez tous les sourcebooks, bah, vous commencez à avoir vraiment beaucoup d'espèces disponibles. J'en parlais un peu dans ma conclusion. C'est bien et c'est pas bien. Bon, voilà. Alors là, on va passer à la deuxième partie du bouquin. Et on va aborder le chapitre 2 qui s'appelle Feu à volonté et qui va nous présenter en fait différentes armes, différents matériels, enfin c'est de l'équipement quoi. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On nous présente quelques armes, donc 2 armes à énergie et quelques autres armes à distance, dont un fusil sniper assez qui dépote bien. Vous avez les micro-roquettes, hein, donc les trucs qui sont attachés éventuellement à votre armure. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que vous avez voilà, des nouvelles armures, et tout ça, en fait, ce sont des kits que vous pouvez adapter à votre armure. Donc ici, vous avez les micro-roquettes avec leurs différentes spécialités, anti-blindage, explosifs, fléchettes, incendiaires, ioniques, etc. Un système de guidage, un booster en cascade pour leur donner plus de portée, un pistolet micro-roquette, etc., etc. Des armes de corps à corps ici, un bâton étourdissant, une pique ionique, des armures, dont l'armure mandalorienne. Eh oui. Hein, l'armure mandalorienne qui est ici, vous voyez. Voilà, donc on vous explique qu'acquérir une armure mandalorienne, bah, c'est pas si simple que ça. Ensuite, vous avez de nouvelles améliorations. Alors là, c'est des kits pour monter sur vos armes, pareil, pour améliorer vos armes. Un système de verrouillage de tir, un émetteur de choc à pulsation, un lance micro-roquette auxiliaire. Et là, vous avez des kits d'armure, les étuis intégrés, les supports. Enfin, vous aurez compris que tout cet équipement va vous donner encore des... Alors, c'est l'équipement orienté, on va dire chasseur de primes, mais rien ne vous oblige à le réserver aux chasseurs de primes. Tout cet équipement peut être disponible pour d'autres personnages, bien entendu. Voilà. Les bottes fusées, la balise de traçage aux lunettes, et de l'équipement illégal, des drogues, des poisons. Voilà. Là, ensuite, effectivement, de nouveaux véhicules. Donc là, il y a 2 speeders. Et vous avez vous avez des nouveaux vaisseaux, des chasseurs et des patrouilleurs. Hein, vous voyez, vous avez le chasseur stellaire Fang du protectorat mandalorien. Vous avez le chasseur stellaire lourd G1A. Vous avez le chasseur léger qui crase. Et voilà, des cargos et des transporteurs. Donc on va encore étoffer les différents vaisseaux disponibles dans le jeu. Voilà. Ah, donc, et aussi, pareil, des nouveaux kits. L'ajout que j'aime beaucoup là-dedans, ce sont les mines spatiales. Et il y en a plusieurs. Mines à conclusion, filets connaires, mine feu d'artifice, mine ionique, mine traqueuse, mine à gravité. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts pour compliquer la vie de vos adversaires. Voilà. Alors après, on va arriver effectivement dans le dernier chapitre où je suis un peu plus circonspect, on va dire. On en parle tout de suite.
Alors, dans le chapitre 3, donc après avoir parlé des chasseurs de primes en général, après avoir donné de nouvelles races pour les jouer, après avoir donné de nouvelles spécialités et de nouveaux matériels et de nouveaux vaisseaux, etc., on arrive dans le frisson de la chasse. Alors, le frisson de la chasse, on vous explique comment incorporer des chasseurs de primes dans un groupe, ses affiliations externes, des chasseurs de primes qui appartiennent à une guilde ou ou qui sont référencés par l'Empire, par exemple, ou même donc les chasseurs indépendants qui n'ont aucune licence et qui travaillent pour eux-mêmes. Donc tout ça c'est pas mal parce que ça vous donne des aspects du chasseur de primes que vous connaissez pas forcément, que moi en tout cas me donne un peu pas mal d'inspiration, c'est sympa. Après nous avons les enquêtes. Alors les enquêtes ça va être comment créer une enquête et comment la jouer. Alors là, je dirais que créer des enquêtes et comment la jouer, j'ai trouvé ça un peu light peut-être. Alors, pour quelqu'un qui ne sait pas créer des enquêtes pour un jeu de rôle, pour une partie, ça peut être sympa. Hein, on est bien d'accord. Pour les autres, c'est un peu bateau, je trouve. Par contre, on vous donne comment utiliser des résultats de dés. Alors là, par exemple, vous voyez, c'est un tableau pour les informations cachées. La difficulté 3, une information relativement obscure qui requiert des recherches spécialistes. Exemple, connaissance en xénologie. Voilà. On vous donne l'utilisation en fait des résultats triomphe, échec et compagnie lors de vos enquêtes. Et on va vous dire, bah voilà, si, je sais pas, vous cherchez une piste et que vous pouvez aller juste depuis indice précieux en fonction de votre interrogatoire, de votre pistage, que sais-je, que votre recherche dans un bureau impérial. Le résultat en fait de vos dés vous donne un tableau qui peut inspirer le maître de jeu pour l'enquête et comment elle va prendre la direction. Alors il y a un truc qui est bien, c'est qu'on dit qu'il faut faire avancer les choses. Ça veut dire que même s'il y a un échec, il faut quand même orienter les joueurs vers quelque part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si votre scénario est mis sur une enquête et qu'ils sont dans un cul-de-sac, on ne peut pas se dire, terminé, vous avez rien trouvé, vous rentrez chez vous, etc. Donc ça, non, on vous explique comment faire. Mener des rencontres d'investigation, créer des indices, vous voyez, vous avez on vous explique comment créer effectivement vos scénarios ciblés sur des scénarios d'enquête. Donc créer des transitions, le coupable, établir les moyens, les mobiles, les occasions. Vous voyez, bon, tout ça, je vais pas vous comprendrez un peu ce qu'on trouve là-dedans. Créer des pistes et des indices secondaires, etc., etc. La touche finale. Voilà. Donc tout ça, ça va être si vos joueurs résolvent le mystère trop tôt, comment réagir et comment faire que la partie se termine pendant 2 heures, par exemple. Voilà. Donc tout ça, ce sont des conseils pour le maître de jeu. Alors, j'ai trouvé personnellement, moi, ça va pas franchement m'aider, hein, ce genre de choses. À part peut-être le tableau, effectivement, le tableau donc lors des enquêtes, il peut être sympa. Pour le reste, tous les conseils, c'est bon, ok. On vous donne après, bon, ça aussi, c'est pas si mal. On vous donne en fait des exemples de scénarios pour mettre en pratique en fait tous les conseils qu'on vous a donnés avant. Le premier est pas trop mal. Alors le deuxième, par contre, un technicien de cargo qui a découvert un complot visant à le licencier. Voilà, et il est parti, il a piqué un vaisseau parce qu'on est un complot pour le licencier, donc il a piqué un vaisseau. C'est vrai que ça va être aussi encore mieux pour le licencier. Après, j'ai trouvé ça c'est bizarre. Vous allez être envoyé à sa recherche. Moi je trouve que c'est pas trop Boba Fett, mais un peu l'inspecteur d'Eric. Du coup, j'ai pas trouvé ça terrible. Hein. Franchement, pas terrible. Et donc on vous donne des enfin, le problème c'est pareil, les campagnes, je trouve, pour moi les chasseurs de primes devraient être quand même un peu, entre guillemets, je vais pas dire méchants, pas méchants, mais un peu déterminés. Ils s'en foutent de savoir si la cible qu'ils traquent est recherché pour de bonnes raisons ou alors ou pas. À la limite, tout ce qui l'intéresse, c'est sa prime. Hein. Donc, et là, j'ai trouvé qu'on était un peu trop gentil, je crois, dans les différentes. Bon, en même temps, c'est du Disney, hein, vous allez me dire. Hein.
Voilà. Bon, j'ai pas tout lu, les derniers, je les ai pas lus. Faudra que je regarde. Ah, ça par contre, tout un petit paragraphe sur les récompenses, et ça j'aime bien, comment collecter les primes. Alors, on peut avoir des avis de capture, donc en gros c'est, bah voilà, vous me le ramenez, ou alors des avis d'élimination, vous le butez, ou alors recherchez mon rubis, vous faites ce que vous voulez. Et à chaque fois, en fait, qu'est-ce que ça implique? Parce qu'il va falloir transporter, il faut aussi faire le transport à la livraison, hein, transporter le prisonnier, transporter le cadavre, pourquoi pas, ou alors donner une preuve de mort, hein, en prenant des signes vitaux, en enregistrant des signes vitaux dans un appareil. Voilà. Et surtout, un truc que j'aime bien, c'est les primes typiques et les modificateurs. Et voilà, donc pour une cible mineure, moyenne, majeure, légendaire, on vous donne un nombre de crédits moyen, et avec des modificateurs selon l'histoire de la cible, la difficulté de la chasse, l'exigence du client, et les références et prouesses du chasseur de primes qui peut demander beaucoup plus cher si eh ben, il a la réputation de toujours ramener ses clients vivants, par exemple. Si c'est ce que veut le client. Le risque des négociations tardives, machin, etc. Les prouesses, alors les prouesses, ça aussi, c'est sympa. C'est-à-dire, en fonction de ce que vous allez faire, vous allez pouvoir avoir une prouesse après votre chasse. Par exemple, vous pouvez avoir la réputation impitoyable, parce qu'en fait, il y a une condition, la cible a été livrée morte, du coup, vous allez pouvoir avoir la prouesse impitoyable, et dans ce cas-là, vous en avez un effet. Le chasseur de primes ajoute un dé bleu à ses tests coercition contre les PNJ. Cependant, il ajoute un dé noir à ses tests de charme et de tromperie visant à convaincre quiconque que ses intentions sont non violentes. Et oui, quand on a la réputation de ramener de la viande froide, on est peu enclin à négocier sa vie avec ce genre de gugus. Voilà, et on arrive au bout du supplément. Je vais donc passer à ma petite conclusion. Alors, pour moi, pas de désintégration est dans la directe ligne des autres suppléments de contexte dédiés aux carrières. En cela, les chasseurs de primes, c'était quand même ce qui manquait vraiment beaucoup en fait à la VF. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, le chasseur de primes dans Star Wars, c'est quand même un personnage iconique. Et donc, comme vous avez vu, on va développer tout un tas de choses, un tas de concepts éventuellement, de conseils en tout cas, pour développer vos chasseurs de primes. Et donc on va avoir, comme dans les autres suppléments, de nouvelles races, de nouveaux véhicules, de nouveaux matériels, etc. Alors, c'est à la fois bien et pas bien, parce que c'est toujours pareil. C'est bien parce qu'en fait c'est bien foutu, parce que c'est intéressant de les avoir, etc. Mais à la limite, si vous voulez avoir tous les vaisseaux, la politique commerciale effectivement de Disney, ou enfin je sais pas qui est-ce qui l'a mis au départ, de répartir en gros toutes les races, tous les matériels dans tous les bouquins, qui fait que si vous voulez avoir à peu près tout, bah oui, il faut acheter à peu près tout. Voilà. Mais bon, ça, j'ai surtout en fait comment dire, cette critique sur le livre de base, parce que vous vendre 3 livres de base, mais bon, c'est pas le but, Fred, tu te diverges, bon, allez, on va jusqu'au bout de la phrase, vous faire acheter 3 livres de base dont vous avez au moins la moitié qui sont répétés, je trouve que c'est un peu tiré sur le porte-monnaie du client, hein, bon, et de jouer sur son côté fan, bon, ou complétiste. Enfin, en tout cas, pour moi, pas de désintégration si vous aimez les suppléments de contexte liés aux carrières. Pour moi, bah, il faut l'avoir. Hein. Il est aussi bien que les autres. Il n'est ni plus ni bien que les autres. Toute la partie création d'enquête, ça peut être pas mal pour des maîtres de jeu qui ont un peu du mal à voir comment faire pour créer des scénarios d'enquête. Par contre, les exemples de scénar, je les ai trouvés un peu creux, en fait. Un peu creux. Par contre, on a quand même des tableaux, genre pour les primes, ça c'est vachement bien foutu. Les prouesses, j'aime bien aussi. Les nouvelles motivations, j'aime bien aussi. Donc il y a vraiment le matériel, j'aime bien aussi. Il y a plein de trucs que j'aime bien en fait dans ce bouquin. Donc voilà. Donc si vous avez aimé les autres, bah vous aimerez celui-là.
Si vous n'avez pas aimé, bah, je pense que vous n'avez pas regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et en tout cas, pour moi, c'est un bon supplément sans aucun problème. Voilà, bah écoutez, je termine là-dessus. Bah, merci de m'avoir suivi jusque-là. Et puis, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Ça me fera plaisir et ça aidera à la chaîne de grandir un peu. Merci beaucoup et à bientôt.